podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les comédies romantiques américaines ont changé de forme. Il ne s'agit plus de célébrer une merveilleuse rencontre entre deux personnages, grâce à un jus d'orange renversé dans un quartier branché de Londres, et qui vivront ensuite heureux avec beaucoup d'enfants. Désormais, les comédies romantiques romancent l'échec, la difficulté à s'aimer, la difficulté à être ensemble, à être en couple, l'étroitesse du quotidien, l'imperfection des histoires d'amour. Il y a You're the Worst, Catastrophe, Love, la merveilleuse série Togetherness arrêtée trop tôt, et maintenant il y a la série Divorce, écrite par Sharon Horgan, avec Sarah Jessica Parker. Et celle qui jouait il y a 15 ans une célibataire sexy, à la recherche du grand amour new-yorkais, est désormais une mère de famille étouffée par la petitesse de sa vie et son couple qui s'étiole. C'est le point culminant Divorce. Le miroir inversé de toutes ces fictions des années 90-2000 qui promettaient des passions infinies. C'est le détricotage du bonheur. La fiction commence seulement à montrer frontalement ce que les sociétés occidentales connaissent depuis les années 70, une augmentation colossale du nombre de divorces. Mais tant que les représentations ne figuraient qu'un bonheur parfait, tant que le seul chemin indiqué était celui du mariage réussi, les divorces étaient forcément beaucoup plus douloureux. Pour les conjoints laissés sur le bord du chemin, pour qui tout s'écroulait, pour les enfants en charge de l'écroulement, des familles brisées parce qu'elles ne correspondaient plus au bon modèle, comme celle de Thomas. Il est au micro d'Alexandre Moniol. J'ai vécu une enfance très insouciante, des parents aisés, aimants, une mère qui a arrêté de travailler pour s'occuper de moi et de la maison, omniprésente, qui vient me chercher à l'école, qui me fait à manger, qui m'aide à faire mes devoirs, un père que je vois assez peu, mais dont je ressens l'amour et l'attention au quotidien. J'ai absolument aucun problème, si ce n'est peut-être un peu de solitude, du fait que je sois fils unique et du fait aussi que j'ai pas forcément beaucoup de contacts sociaux. J'ai une enfance qui est somme toute banale et même très heureuse et très insouciante. À ce moment-là, j'ai entre 8 et 11 ans. À l'époque, j'ai une vision un peu sacrée de mes parents et de la famille. Quelque chose d'indestructible, quelque chose d'un peu magique, en fait. On se croirait dans une publicité. La vie, c'est facile et c'est un conte de fées. J'ai l'impression d'être dans un château fort et que rien ne peut arriver. Ma mère, elle a le rôle vraiment du chef de famille. Ils prennent bien évidemment la plupart de leurs décisions à deux, du moins c'est comme ça que je l'ai perçu, mais on sent toujours que ma mère aura une influence énorme là-dessus. C'est elle qui gère effectivement l'intégralité des comptes. Elle qui s'occupe d'organiser une partie des vacances, qui fait les courses, qui fait une bonne partie des choses liées à l'organisation du foyer familial. Et elle le fait très bien. En juillet 2003, mes parents discutent au téléphone et le ton monte extrêmement fort, très fort. Alors moi, j'étais dans un premier temps en train de jouer à la console, comme d'habitude, parce que je faisais pas grand-chose d'autre. Et le ton monte, des cris, des larmes. On a le sentiment un peu qu'une guerre vient d'éclater. Alors au début, je m'y intéresse pas trop. Et puis vient un moment où ça commence à faire tellement de bruit et à faire à résonner dans la maison. Je vois les chats qui courent partout, apeurés. On a l'impression qu'ils viennent de se faire attaquer. Donc je commence à m'intéresser un petit peu. Et là, je commence à épier ma mère à travers la fenêtre. Donc à ce moment-là, ma mère était plus au téléphone. Et elle était en réalité en train de fracasser la vaisselle de la grand-mère de mon père dans une auge de maçon avec un marteau. Au milieu des bruits de vaisselle cassée, on entend beaucoup le tire-bouchon fonctionner également. Alors, je reste assez contemplatif, un petit peu pétrifié par cette situation, devant ma fenêtre à regarder, je regarde. Je laisse passer 5 minutes, je laisse passer 10 minutes et j'observe. Comme tétanisé en fait par une situation que je connaissais pas. Au bout d'un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes, je sors de ma tétanie
Et je me dis qu'il serait quand même temps que je bouge et que j'arrête de contempler impuissant, ce spectacle un peu désolant, un peu sordide. Donc je rejoins ma mère qui était à l'extérieur, qui avait les mains en sang, qui marchait plus droit et qui était véritablement ravagée par le chagrin. Le visage boursouflé de larmes, dans un état vraiment inquiétant. Et là, je me mets à essayer de la calmer, de la rassurer. On je lui fais bien évidemment un câlin, plein de gentillesse, plein de tendresse, maternelle, en fait. Et puis, donc je remarque qu'il faut bien quand même s'occuper de plus urgent. Je vois qu'elle a les mains complètement tailladées. Donc je vais, dans la pharmacie, je vais récupérer, des pansements, une pince à épiler pour enlever les bouts de verre, parce que bien évidemment ma mère avait commencé à se les enfoncer, dans les mains. Donc un par un, j'enlève les petits bouts de verre et je lui panse les doigts. Puis s'en vient une grande discussion, pendant plus d'une heure et demie, où ma mère continue à bien évidemment à boire et à pleurer énormément et à me parler de la situation actuelle qui était la séparation de mes parents. En fait, ma mère venait de comprendre que mon père avait quelqu'un d'autre. La discussion, elle a pas un intérêt extraordinaire, c'est la discussion d'un enfant avec quelqu'un qui est ivre, mais en même temps plein d'amour pour son fils et qui a un besoin désespéré de le rassurer sur le fait qu'il restera jamais seul et que sa vie ne changera pas ou peu. C'est-à-dire qu'elle va essayer de me dire que peut-être que ça peut s'arranger, toujours essayer d'être rassurant, toujours rester dans le paraître, dans le sauvetage des apparences. Et moi, j'avais déjà compris que vu la nuit qu'on a traversée ensemble, ça n'était pas possible. Pendant peut-être, 3-4 jours, je pense que ma mère ne me regarde pas dans les yeux. Et il y a une honte énorme. Un enfant de 13 ans n'a pas à s'occuper de sa mère, qui vient de se séparer de son époux. Et elle se dit qu'elle a raté quelque chose. Et encore une fois, c'est la pensée commune et de la bienséance. C'est-à-dire que dans son idéal, il aurait fallu me protéger de ça. Après cet épisode un peu violent et douloureux, c'est le moment de l'apaisement. Donc je fais comprendre à ma mère qu'il serait quand même temps qu'elle arrête de boire son chablis et qu'elle aille se coucher. Toujours plein de gentillesse et plein d'amour envers ma mère, je vais l'aborder gentiment et je monte me coucher puisque moi ma chambre était à l'étage avec les chats qui me suivaient tétanisés depuis plusieurs heures maintenant et je m'écroule simplement dans mon lit en pleurant et je m'autorise enfin à relâcher un peu de pression. Mes parents vont divorcer, je le prends comme si je m'étais pris le mur. C'est un schéma qui est inéluctable. Je le vois à travers la souffrance qu'elle peut ressentir et c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Avant, pour moi, ma mère, c'était comme Dieu. C'était ma mère. C'était quelqu'un d'extraordinaire qu'on ne pouvait pas toucher, d'invincible, d'invulnérable, qui faisait face en toutes circonstances. C'était Wonder Woman. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'était une personne normale, un être humain, en fait. Et j'ai peut-être appris ce soir-là ce que c'était qu'un être humain. Je comprends à ce moment-là que la vie que j'ai connue jusqu'à présent va complètement changer. Que ce sera plus jamais la même, qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. On est en 2005, je rentre au lycée tranquillement. On a une organisation de vie qui est un peu rodée avec mes parents maintenant. Je vis chez ma mère, je vais un week-end sur 2 chez mon père, je vais 2 fois par an en vacances avec mon père, le reste du temps je suis chez moi. Et plus ça va, plus je rejette l'image et la feuille de route qu'on a voulu me donner. Donc en terminale, je me dis que je vais gruger un petit peu et comme je m'ennuie un peu, ma mère m'aide à créer une société d'informatique. À l'aube de mes 18 ans, j'en avais encore 17. Et là, quand je fais ça, je me dis de toute façon, ils me font tous chier avec leur conception de la vie. Moi, elle ne me plaît pas. Et je me disais que, en fait, la conception du bonheur qu'on avait essayé de m'imposer avant, de toute façon, elle ne fonctionne pas. Au bout de 2 ans, ma société commence à pas trop mal fonctionner. Bon, c'est pas, on n'est pas riche, mais on commence à pouvoir gagner un tout petit peu d'argent. Je vais pouvoir me verser un SMIC ou un peu moins, un peu plus, ça dépend des mois. Et donc, je m'installe. Je vais vivre une première année seule et une deuxième année avec ma copine. J'ai un conflit relativement violent avec mon père qui découvre que j'y suis peu allé à l'école et que je l'ai un peu truffé pendant un certain temps. En fait, je demande à mon père de l'argent pour mes frais de scolarité,
Sauf qu'en fait, les frais de scolarité, je les donne jamais à l'école. 5 000 € par an. Et en pratique, j'ai payé que la première année. Jusqu'à ce que mon père s'en rende compte en appelant l'école, parce que bien évidemment, je pouvais pas lui fournir mes relevés de notes. Et là, on est resté en froid quelque temps, puisque moi, j'étais en opposition et j'ai commencé effectivement à vouloir lui rebalancer dans la tronche tout ce qui m'avait déplu ces dernières années. C'est-à-dire que moi, je considérais qu'après tout, de toute façon, ce que j'avais pris et la manière dont je l'avais enflé, c'était mérité et que j'avais bien le droit, parce que de toute façon, encore une fois, les restes de l'enfant roi et aussi un peu le conditionnement maternel font que de toute façon, j'avais le droit. J'ai choisi carrément de couper les ponts et je répondais plus, j'ai pas répondu au téléphone pendant des mois et des mois et des mois et des mois. J'en chie beaucoup, hein, je commence à avoir des salariés, je commence à découvrir un peu ce que c'est que la vie d'une entreprise et à beaucoup me galérer et je me rends compte qu'en fait, je suis rentré très tôt dans ce monde qui est très dur et je me dis que dans un sens, c'est de sa faute parce qu'effectivement, il a cassé mon idéal, quoi. C'est-à-dire que l'idéal auquel je croyais quand j'étais petit, j'y croyais plus et puis il y avait plus moyen de m'y faire croire à nouveau de toute façon. À côté de ça, avec ma mère, je vais la voir 1 ou 2 week-ends par mois. Ça se passe bien. Quand j'ai pas beaucoup de sous parce que les mois sont difficiles, je repars avec tout le contenu du frigo, dans des cabas de courses, parce qu'elle sait qu'il faut que je bouffe. On a une relation qui est toujours fusionnelle, elle me parle beaucoup. Régulièrement, elle m'appelle, surtout pour me parler de mon père, souvent d'ailleurs bien alcoolisé. C'est la première fois que je commence à percevoir un peu le problème, parce que c'est bien une chose que j'ai jamais fait, c'est me voiler trop la face. Je suis dans une phase de dépression complète. C'est-à-dire que le modèle que je connaissais avant, je le sais faux, mais le modèle que j'expérimente en même temps à ce moment-là, je sais qu'il ne marche pas non plus. Et donc je cherche un nouveau modèle. Bien évidemment, l'ambiance n'est pas au beau fixe avec mon père. Il me fait comprendre que de toute façon, il me donnera plus de sous et qu'il faut que je rentre à la maison. Donc, ma mère se met bien évidemment de son côté parce qu'il faut faire un front parental uni, même si je comprends que ma mère, c'est aussi pour d'autres raisons qu'elle veut que je rentre. Du coup, je donne congé de mon appartement que j'avais avec ma compagne en lui disant que voilà, de toute façon, on vivra plus ensemble. Et en même temps, à ce moment-là, ma société va pas très bien. Alors je me dis que c'est peut-être un mal pour un bien, dans la mesure où de toute façon, j'aurais plus 1 € de mon père pour vivre et qu'en plus, il faut que je réduise la voilure sur mes dépenses. Je rentre à la maison et ma mère m'aide, comme toujours, à renflouer ma société puisqu'il y en a besoin. Et je tente de reconstruire une vie, en fait, de retour chez ma mère. En août 2011, je rentre à la maison et je prends le temps de me réinstaller un bureau, de reconstruire un semblant de vie, de reprendre mon activité professionnelle. Donc tout le monde a bien compris que de toute façon, je foutrais plus les pieds dans une école. Ma copine du moment me fait la tronche parce que bien évidemment, le logement qu'on avait ensemble, on ne l'a plus. Et surtout, je parle plus du tout à mon père. Et ça, c'est quelque chose qui va être le cas pendant presque 1 an. Et assez rapidement, je commence à me rendre compte de pourquoi ma mère avait été aussi insistante sur mon retour. En fait, j'ai découvert quelqu'un qui était dans une détresse extraordinaire. Une détresse affective, une solitude énorme et qui avait surtout développé un alcoolisme profond. C'est-à-dire qu'elle est incapable de passer une soirée sans boire ou même sans finir ivre morte. Si, ce type de soirée peut arriver quand elle n'arrive pas à se remettre de la cuite de la veille. Je me prête un petit peu au jeu, ça m'inquiète, mais je me dis que la seule manière de rentrer dans son univers, après tout, c'est de me mettre à son niveau. Donc je bois bien volontiers avec elle le soir dans une mesure bien moindre, hein, quand elle va boire une bouteille de rhum ou 3 ou 4 bouteilles de vin, moi je vais me contenter de 2 ou 3 verres de vin, histoire de pouvoir me mettre dans l'ambiance et de rentrer un peu dans l'univers qu'elle se crée à ce moment-là, puisque à ce moment-là, elle se crée véritablement un univers où elle va accepter de parler, de livrer un petit peu ce qu'elle a en elle. Je comprends qu'en fait, la fiche Bristol dont on parlait dans un précédent épisode, la sienne avait cramé. Elle avait brûlé, elle n'existait plus. Il n'y avait plus de volonté. La seule volonté que ma mère avait était de vivre pour moi et non pas pour elle. Il n'y a plus aucune vie sociale, si ce n'est une soirée de temps en temps avec des copines, mais bien évidemment, il y a toujours de l'alcool. Plus de vie amoureuse, mais il n'y a pas de capacité, puisqu'il n'est jamais dans son état normal. Quand je suis né, ma mère a pratiquement tout de suite arrêté de travailler. Donc pendant 13 ans, 14 ans, elle n'a pas travaillé. Et par conséquent, elle a eu du mal à retrouver déjà un emploi. Et un emploi en rapport avec ses qualifications. Et moi, je resterais toujours persuadé que si elle avait continué à travailler, si elle avait continué à exercer une activité,
épanouissante ou le plus possible, mais pas forcément, elle aurait eu bien moins de mal à rebondir. Elle aurait gardé une vie sociale, elle aurait gardé des contacts, elle aurait gardé un but, un semblant de carrière qui lui aurait occupé l'esprit. À l'inverse, là, la seule chose qui obsédait et qui occupait l'esprit de ma mère, c'était moi. C'est bien volontiers la cause de tous les maux aussi. C'est de toute façon, je ne peux pas parce que j'ai un fils dont je dois m'occuper. On est encore une fois dans la fuite en avant. Je m'aperçois qu'elle s'occupe absolument pas de son administratif, par exemple. Alors que moi, je m'occupe de celui de la société, je me dis, bon, c'est pas pour 3 factures en plus que ça va me prendre des heures. Donc je commence à m'occuper de ses comptes, je commence à m'occuper de ses impôts, de ses factures, je m'occupe de faire les règlements, et cetera. J'avais eu la puce à l'oreille, je savais qu'elle s'en occupait pas parce qu'une ou 2 fois, on s'est retrouvés sans eau, sans électricité parce qu'elle avait oublié de payer. Non pas qu'elle ne pouvait pas payer, mais il y avait l'argent pour payer, le problème n'était pas là. Le problème était qu'elle oubliait, c'est qu'elle ouvrait pas le courrier. J'ai accès au compte, je fais les virements pour payer les factures, je prends sa carte bleue, je paye les factures, je m'occupe de tout le quotidien et je me rends compte qu'elle paye pas ses impôts non plus. Donc là, je commence à traiter l'intériorité. Et là, je me rends compte que ça fait des années qu'elle ne les a pas non seulement payés, mais en plus déclarés. Donc les impôts saisissent sur les comptes, c'est un pataquès sans nom. J'en découvre tous les jours, des taxes pas payées, des choses. Encore une fois, pas une question de moyens, une question de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour. Donc je m'occupe de prendre rendez-vous avec le Trésor public, je règle tout ça. Je suis tombé en plus sur une espèce d'abruti de contrôleur des finances publiques qui a osé faire pleurer ma mère devant moi en lui disant que c'était bien fait pour sa pomme, si elle avait des majorations. Donc je pense que c'était une des seules fois où je me suis mis en colère dans ma vie et que j'ai hurlé au Trésor public pour défendre ma mère. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne faut pas toucher, c'est bien à elle. Je suis dans une phase de surprotection. Et donc je prends cette gestion globale. Puisqu'on est toujours dans ce même besoin de sauver les apparences, de faire face. À part ma mère et moi, personne ne rentrait dans la maison quasiment, si ce n'est mes grands-parents de temps en temps, ou de temps en temps des amis. Et encore pas dans les pièces où on pouvait avoir éventuellement quelque chose à cacher. À ce moment-là, j'ai 21 ans, et mes parents sont divorcés depuis 7 ans. Ma mère rencontre un de ses collègues de travail, donc elle travaillait chez Castorama, et c'était un homme qui disait vivre seul avec son hamster. Alors moi, je suis plein de circonspection déjà, parce que je me dis que bon, quelqu'un qui déclare vivre seul avec son hamster, qu'est-ce que vient faire le hamster dans l'équation? Et elle me dit: «Oh, il est plutôt beau, il est sympa, il a un peu d'esprit, et cetera». Alors je dis: «Bon, bah, écoute, de toute façon», moi j'étais quand même relativement, à ce moment-là, à l'inverse d'avant, un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je lui dis: «Bon, de toute façon, ça peut pas te faire de mal de fréquenter quelqu'un, et donc vas-y». Et puis il se fréquente un petit peu de temps en temps. Et un soir, elle revient, elle me dit, parce que le papa du hamster s'appelait Christophe. On l'avait baptisé le papa du hamster, mais son vrai prénom, c'est Christophe. Et il me dit: «Christophe m'a dit, que sa femme était pas contente parce qu'il était pas allé chercher ses enfants à l'école». Ah, je dis: «Ah tiens, il vit pas seul avec son hamster». Donc j'ai rongé mon frein parce que, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, j'étais devenu extrêmement patient. Donc j'ai attendu, jusqu'au jour où je savais qu'il allait venir la chercher. Donc ma mère était encore dans la salle de bain, il rentre, demande un verre d'eau, je lui dis: «Ah non, c'est pas l'heure du verre d'eau». Et donc je lui ai demandé gentiment d'aller rejoindre sa femme et ses enfants et son hamster chez lui. Et il s'est retrouvé un petit peu pétrifié parce qu'il comprenait pas trop ce qui lui arrivait, et je lui ai montré la porte, je lui ai dit: «Mais il faut surtout pas revenir, surtout pas revenir». Et donc il est parti, bien évidemment. Et quand ma mère est sortie de la salle de bain, elle me dit: «Mais il est où Christophe?» Je lui dis: «Mais Christophe, il est parti, puis il reviendra pas». Elle dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Elle me dit: «Tu l'as pas frappé au moins?» Je lui dis: «Mais non, je suis pas violent». Mais je lui ai fait comprendre que les conneries, c'était bon, et qu'il avait déjà, Bobonne et les enfants à s'occuper, et le hamster. Donc il pouvait rentrer chez lui. Et au début, ma mère était pas très contente, et puis ça a fini par nous faire rire, et puis après on en a un peu discuté, mais c'est vrai que c'est une position à laquelle j'étais pas habitué. Je me suis senti un petit peu comme un grand frère. Et à la fois, il y avait même une pointe de jalousie. Et c'est là que j'ai senti un peu la dangerosité de la place que j'avais, qui pouvait être un peu la place du père sans être la place du père. À ce moment-là, avec ma mère, j'ai eu une relation pas incestueuse, parce qu'il n'y a rien de sexuel, mais vraiment dans la fusion, ouais. Enfin, on n'est pas conscient, on pense qu'on a entre guillemets que l'un et l'autre.
On est en 2012. À ce moment-là, ma mère, elle transpire le mal-être. Elle a un job qui lui plaît pas. Des amis lui avaient trouvé un emploi dans une société d'import-export de camions et elle avait quitté, son travail de grande distribution pour travailler, comme comptable. Mais en fait, elle s'ennuie parce qu'il y a pas vraiment de défi et puis encore une fois, même si je suis là, elle est seule. Je la vois tous les jours boire, pleurer, se morfondre dans un espèce d'univers qui lui plaît pas, mais dans lequel elle se complaît en même temps et ça fait très mal et puis c'est très inquiétant. C'est très inquiétant puisqu'en plus, moi, j'étais un petit peu à ce moment-là sur le chemin de la rédemption. C'est-à-dire que je buvais presque plus, je faisais du sport. J'avais vraiment retrouvé une espèce de qualité de vie, d'hygiène de vie et du coup, par extension, une certaine vitalité cérébrale. C'est-à-dire que je comprenais un peu ce qui se passait, mieux qu'avant. J'avais moins l'esprit embrumé comme je pouvais l'avoir auparavant et où à l'avant, ça m'inquiétait dans une moindre mesure. Là, ça commençait à vraiment m'inquiéter. Et là, je me dis que il faut qu'il y ait du changement, il faut que ça change. Il faut qu'elle voie autre chose. Et donc, j'ai décidé de partir en croisade contre ce mal qui la rongeait en permanence. Et après en avoir discuté pas mal de fois avec elle, je lui dis: «Il faut que tu trouves un nouveau boulot». Alors on en discute avec des amis avec qui on mangeait régulièrement le midi ensemble, qui avaient une société de bâtiment. Et je dis: «Bah, ce serait bien que tu ailles bosser là-bas». On leur en parle, on discute, on discute, on discute. Moi un peu en sous-marin, elle plus de façade, moi beaucoup en sous-marin. Et puis elle finit par avoir le boulot donc unilatéralement je dis: «Bon bah tu vas démissionner maintenant». «Ah mais tu es sûr que c'est une bonne idée? On sait pas trop, ta ta ta, ta ta ta». Et je dis: «Non, non mais si, si, c'est bon, j'ai décidé». Donc j'ai pris mon ordi, j'ai fait sa lettre de démission et je l'ai envoyée en recommandé. Je lui ai dit: «Ta lettre de démission est partie, donc si ton employeur t'en parle demain, tu es au courant, tu as démissionné». «Oui, oui, 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 oui». Donc elle a démissionné, elle a pris un petit peu de vacances, et puis elle a attaqué ce nouvel emploi. Le fait de m'occuper de ma mère en permanence et de faire tout ça, c'est absolument pas une bonne chose. Parce que plus j'en fais, moins elle en fait. Et plus je m'occupe d'elle, moins je m'occupe de moi. Dans son nouveau boulot, ça se passe bien, avec, des jours sans, mais comme tout boulot. C'est un travail qui lui plaît et qui l'intéresse. La seule problématique qui s'en dégage, c'est que le milieu voulant ça, toutes les fins de journée sont arrosées. Je me rends compte très vite, en à peine une semaine, je me rends compte qu'en fait le problème a été déplacé et qu'il a même pas été déplacé, il a été amplifié, et de manière assez dangereuse puisqu'en plus elle rentre ivre en voiture du travail. Et à partir de ce moment-là, je rentre un petit peu frontalement. Je lui dis les choses en face, je lui dis: «Maintenant, faut que tu te calmes, faut que tu t'arrêtes». En plus, elle prend pas son traitement pour la tension, elle fume beaucoup, elle boit beaucoup et je lui dis: «Il faut absolument que tu te calmes, pars en vacances, détends-toi, fais autre chose parce que là, tu vas exploser en plein vol». Alors, un des comportements, annexes de ma mère qui est donc, la plupart du temps alcoolisée le soir, c'est qu'elle est de plus en plus désagréable avec ma copine et entre autres, parmi ces raisons-là, elle me quitte aussi parce qu'elle l'humilie. Il y a une jalousie extrême, de la part de ma mère à me voir, de toute façon en couple. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a besoin de moi et qu'elle s'accroche. Et c'est assez paradoxal avec son besoin, constant de vouloir me voir heureux. Mais ce bonheur passe aussi, par le fait qu'elle doit contrôler un minimum ma vie, ce qu'elle ne fait pas du tout, mais ce qu'elle veut avoir l'impression de faire. Et donc bien évidemment, quand je me retrouve, célibataire, elle est plus qu'heureuse, elle me le dit. Je vais, de plus souvent le soir, après le travail, à son bureau, en me disant, comme ça, 1 verre ou 2 et hop, je la ramène à la maison. Ça se passe pas toujours comme ça dans les faits et j'y arrive pas forcément. Mais, j'essaye de m'impliquer plus et de réduire cette, fuite en avant. Notamment, j'ai réussi quelque chose dont je suis assez fier, c'est qu'elle boit plus le week-end. Donc il y a au moins 2 jours de repos, entre chaque semaine. Petit subterfuge, encore une fois, je continue à cacher, des bouteilles, j'essaie de l'accompagner, j'essaie de faire en sorte qu'elle réduise. J'essaie de monter une stratégie, je cache, une partie du stock d'alcool sous mon lit, j'essaye de bloquer un peu la porte de la cave, de limiter les tentations, à savoir que je vais faire les courses avec elle et donc le maximum d'aliments neutres, qui donnent pas envie de boire du vin, comme le fromage, comme la viande rouge,
tous ces aliments qui appellent souvent à se dire « Tiens, je vais boire un petit coup de rouge avec » ou quelque chose. J'essaie de limiter ces achats, du coup je réduis un peu le panier alimentaire. Quand on va déjeuner le midi, et qu'elle prend un deuxième quart de vin, je vais en renverser la moitié dans un pot de fleurs. Plus les mois passent, on arrive début 2013, et ça s'intensifie pas, mais ça baisse pas non plus. Il n'y a pas d'évolution à la hausse comme à la baisse de sa consommation ni de son état. Au contraire, elle est de plus en plus fatiguée, elle ne doit pas dormir plus de 5 heures par nuit. Et je vois en plus le mal-être et la dépression qui augmentent. Je vois la situation s'enfoncer, littéralement. Je me dis que c'est encore un échec, je me dis que c'est de ma faute, que je me suis encore embarqué dans un combat que je pouvais pas gagner. Un matin d'avril 2013, je suis en train de travailler à mon bureau, comme d'habitude, une matinée normale, et l'employeur de ma mère me téléphone. Chose assez rare, puisqu'en plus on allait déjeuner ensemble, tous ensemble, 1 heure plus tard, donc je trouvais ça extrêmement étrange. Il m'appelle et il me dit: «Il faut absolument que tu viennes, tout de suite, ta mère fait un malaise». Alors je dis: «Bon tiens, bizarre». Un de ses collègues vient me chercher, me dépose au bureau et donc j'arrive et là je vois effectivement ma mère, en larmes, plus capable de dire le moindre propos intelligible, littéralement écroulée sur sa chaise, très, très compliquée à comprendre, une expression faciale assez étrange, dans une sorte de transe. Elle est en pleurs, elle tourne la tête machinalement. On sent qu'elle a envie de s'exprimer, mais qu'elle n'y arrive pas. Il y a rien de cohérent qui sort de sa bouche. Elle est comme paralysée du visage, dans une espèce de torpeur. Ah, ça ressemble un petit peu à une espèce de psychose. On a l'impression qu'elle essaye d'exprimer quelque chose qu'elle n'arrive pas à exprimer et que ça l'énerve de plus en plus. Quand je vois ça, je suis très inquiet. Mais à la fois, je remarque un léger mieux quand j'arrive. Donc je m'approche d'elle, je la tiens parce que sinon elle tombe. Et au moment où je la prends dans mes bras effectivement pour la tenir, elle me regarde comme ça, un peu vague, et elle me dit «Thomas, tu t'occuperas bien des chats». Et là, immédiatement, elle s'est relâchée, elle parlait plus, elle est tombée dans les pommes tout de suite. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont fait sortir. Après, le SAMU est arrivé. Le médecin du SAMU m'explique que le pronostic vital est engagé, qu'ils vont devoir l'emmener à l'hôpital, aux urgences de neurologie, et qu'il n'y a pas de place pour moi pour l'hélicoptère. Donc il me demande de rentrer chez moi et d'attendre qu'il m'appelle. Donc je rentre chez moi, à pied, parce que je veux être seul. Et puis en arrivant chez moi, je m'effondre parce que j'ai compris. Tout de suite, je me suis dit: «C'est fini». Je savais très bien que je reparlerai jamais à ma mère, jamais. Je devais partir en vacances le lendemain, je les ai annulées. Et là, je me dis: «Bon, bah, faut bien que je m'occupe l'esprit», donc j'allume ma console, ce que j'avais pas fait depuis longtemps, et je joue à des jeux de guerre en me disant: «Bon, bah, il y a plus qu'à attendre que le téléphone sonne». À ce moment-là, je préviens personne. L'objectif, c'est toujours, et je me tiens à mes principes, antérieurs, c'est je gère tout seul. Et puis si au final c'est pas grave, ça sert à rien d'aggraver d'aller, embêter les gens ou leur faire peur pour quelque chose qui est peut-être bénin. Donc même si j'ai la conviction, je me dis que jusqu'au bout, j'attendrai le dernier moment pour prévenir les personnes. 3 heures après, l'hôpital m'appelle. Ils me demandent si je peux venir, rapidement. Je leur dis: «Oui, il y a pas de problème», les collègues de ma mère m'avaient proposé de m'emmener, donc je les appelle et puis on part à Clichy. Et j'arrive là-bas. J'attends longtemps, au moins 1 heure et demie dans la salle d'attente, et les internes viennent me chercher pour, m'emmener dans une salle à l'écart. Je rentre dans cette salle, on me fait asseoir immédiatement, et là, le médecin me dit que ma mère a été victime d'un AVC et qu'elle ne s'en sortira pas. À ce moment-là, je me dis que ce que je pressentais était arrivé. Donc j'étais pas surpris de ce qu'on m'annonçait. En revanche, pressentir quelque chose et le vivre, ça n'a rien à voir. Et effectivement, je pensais être armé pour, prendre ça de plein fouet, mais en fait, pas du tout. Et il a vite fallu que je remobilise, ma bonne vieille carapace. Avant que tout le monde arrive, je suis assis seul dans sa chambre, donc je l'observe, il est encore sous respirateur.
Et j'ai un mélange assez étonnant de peine, énorme, mais aussi un immense soulagement. Je me dis qu'elle, déjà, a arrêté de souffrir, parce que la vie, ce n'est pas la survie. Moi, j'estime que la vie qu'elle a eue les dernières années, c'était de la survie. Mais aussi un soulagement, pour la première fois, égoïste pour moi. Je me dis que j'ai un fardeau en moins à porter. Cet épisode est signé Alexandre Moniol, avec Pauline Thompson à la musique, Dorian Fizel au jingle et Jean-Baptiste Aubonnet au mixage. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Transfert chez notre sponsor, Audible, sur iTunes, sur SoundCloud, sur notre page Facebook Slate France Podcast. Et surtout, quand un épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le faire écouter à vos grands-parents qui n'ont probablement pas compris ce qu'était un podcast, voire à vos parents, les miens ont mis un tout petit peu de temps pour comprendre. Et puis, écrivez-nous à podcast@slate.fr pour toute histoire ou message d'amour. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Comme moi, je m'occupe de celui de la société, je me dis, bon, c'est pas pour 3 factures en plus que ça va me prendre des heures. Donc je commence à m'occuper de ses comptes, je commence à m'occuper de ses impôts, de ses factures, je m'occupe de faire les règlements, etc. J'avais eu la puce à l'oreille, je savais qu'elle s'en occupait pas parce qu'une ou deux fois, on s'est retrouvé sans eau, sans électricité parce qu'elle avait oublié de payer. Non pas qu'elle ne pouvait pas payer, mais il y avait l'argent pour payer, le problème n'était pas là. Le problème était qu'elle oubliait, c'est qu'elle n'ouvrait pas le courrier. J'ai accès au compte, je fais les virements pour payer les factures, je prends sa carte bleue, je paye les factures, je m'occupe de tout le quotidien, et je me rends compte qu'elle paye pas ses impôts non plus. Donc là, je commence à traiter l'antériorité. Et là, je me rends compte que ça fait des années qu'elle ne les a pas non seulement payés, mais en plus déclarés. Donc les impôts saisissent sur les comptes, c'est un pataquès sans nom. J'en découvre tous les jours, des taxes pas payées, des choses... Encore une fois, pas une question de moyens, une question de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour. Donc je m'occupe de prendre rendez-vous avec le Trésor public, je règle tout ça. Je suis tombé en plus sur une espèce d'abruti de contrôleur des finances publiques qui a osé faire pleurer ma mère devant moi en lui disant que c'était bien fait pour sa pomme, si elle avait des majorations. Donc je pense que c'était une des seules fois où je me suis mis en colère dans ma vie et que j'ai hurlé au Trésor public pour défendre ma mère. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne faut pas toucher, c'est bien à elle. Je suis dans une phase de surprotection. Et donc je prends cette gestion globale. Puisqu'on est toujours dans ce même besoin de sauver les apparences, de faire face. À part ma mère et moi, personne ne rentrait dans la maison quasiment, si ce n'est mes grands-parents de temps en temps, ou de temps en temps des amis. Et encore pas dans les pièces où on pouvait avoir éventuellement quelque chose à cacher. À ce moment-là, j'ai 21 ans, et mes parents sont divorcés depuis 7 ans. Ma mère rencontre un de ses collègues de travail, elle travaillait chez Castorama, et c'était un homme qui disait vivre seul avec son hamster. Alors moi, je suis plein de circonspection déjà, parce que je me dis que bon, quelqu'un qui déclare vivre seul avec son hamster, qu'est-ce que vient faire le hamster dans l'équation ? Et elle me dit, oh, il est plutôt beau, il est sympa, il a un peu d'esprit, etc. Alors je dis, bon, bah écoute, de toute façon, moi j'étais quand même relativement, à ce moment-là, à l'inverse d'avant, un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je lui dis, bon, de toute façon, ça peut pas te faire de mal de fréquenter quelqu'un, et donc vas-y. Et puis il se fréquente un petit peu de temps en temps. Et un soir, elle revient, elle me dit, parce que le papa du hamster s'appelait Christophe. On l'avait baptisé le papa du hamster, mais son vrai prénom, c'est Christophe. Et il me dit, Christophe m'a dit que sa femme n'était pas contente parce qu'il n'était pas allé chercher ses enfants à l'école. Ah, je dis, ah, tiens, il vit pas seul avec son hamster. Donc j'ai rongé mon frein parce que, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, j'étais devenu extrêmement patient. Donc j'ai attendu, jusqu'au jour où je savais qu'il allait venir la chercher. Donc ma mère était encore dans la salle de bain, il rentre, demande un verre d'eau, je lui dis, ah non, c'est pas l'heure du verre d'eau. /slate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les comédies romantiques américaines ont changé de forme. Il ne s'agit plus de célébrer une merveilleuse rencontre entre deux personnages, grâce à un jus d'orange renversé dans un quartier branché de Londres,
et qui vivront ensuite heureux avec beaucoup d'enfants. Désormais, les comédies romantiques romancent l'échec, la difficulté à s'aimer, la difficulté à être ensemble, à être en couple, l'étroitesse du quotidien, l'imperfection des histoires d'amour. Il y a You're the Worst, Catastrophe, Love, la merveilleuse série Togetherness arrêtée trop tôt, et maintenant il y a la série Divorce, écrite par Sharon Horgan, avec Sarah Jessica Parker. Et celle qui jouait il y a 15 ans une célibataire sexy, à la recherche du grand amour new-yorkais, est désormais une mère de famille étouffée par la petitesse de sa vie et son couple qui s'étiole. C'est le point culminant Divorce. Le miroir inversé de toutes ces fictions des années 90-2000 qui promettaient des passions infinies. C'est le détricotage du bonheur. La fiction commence seulement à montrer frontalement ce que les sociétés occidentales connaissent depuis les années 70, une augmentation colossale du nombre de divorces. Mais tant que les représentations ne figuraient qu'un bonheur parfait, tant que le seul chemin indiqué était celui du mariage réussi, les divorces étaient forcément beaucoup plus douloureux. Pour les conjoints laissés sur le bord du chemin, pour qui tout s'écroulait, pour les enfants en charge de l'écroulement, des familles brisées parce qu'elles ne correspondaient plus au bon modèle, comme celle de Thomas. Il est au micro d'Alexandre Moniol. J'ai vécu une enfance très insouciante, des parents aisés, aimants, une mère qui a arrêté de travailler pour s'occuper de moi et de la maison, omniprésente, qui vient me chercher à l'école, qui me fait à manger, m'aide à faire mes devoirs, un père que je vois assez peu, mais dont je ressens l'amour et l'attention au quotidien. J'ai absolument aucun problème, si ce n'est peut-être un peu de solitude, du fait que je sois fils unique et du fait aussi que j'ai pas forcément beaucoup de contacts sociaux. J'ai une enfance qui est somme toute banale et même très heureuse et très insouciante. À ce moment-là, j'ai entre 8 et 11 ans. À l'époque, j'ai une vision un peu sacrée de mes parents et de la famille. Quelque chose d'indestructible, quelque chose d'un peu magique, en fait. On se croirait dans une publicité. La vie, c'est facile et c'est un conte de fées. J'ai l'impression d'être dans un château fort et que rien ne peut arriver. Ma mère, elle a le rôle vraiment du chef de famille. Ils prennent bien évidemment la plupart de leurs décisions à deux, du moins c'est comme ça que je l'ai perçu, mais on sent toujours que ma mère aura une influence énorme là-dessus. C'est elle qui gère effectivement l'intégralité du monde, c'est un pataquès sans nom. J'en découvre tous les jours, des taxes pas payées, des choses... Encore une fois, pas une question de moyens, une question de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour. Donc je m'occupe de prendre rendez-vous avec le trésor public, je règle tout ça. Je suis tombé en plus sur une espèce d'abruti de contrôleur des finances publiques qui a osé faire pleurer ma mère devant moi en lui disant que c'était bien fait pour sa pomme, si elle avait des majorations. Donc je pense que c'était une des seules fois où je me suis mis en colère dans ma vie et que j'ai hurlé au trésor public pour défendre ma mère. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne faut pas toucher, c'est bien à elle. Je suis dans une phase de surprotection. Et donc je prends cette gestion globale. Puisqu'on est toujours dans ce même besoin de sauver les apparences, de faire face. À part ma mère et moi, personne ne rentrait dans la maison quasiment, si ce n'est mes grands-parents de temps en temps, ou de temps en temps des amis, et encore pas dans les pièces où on pouvait avoir éventuellement quelque chose à cacher. À ce moment-là, j'ai 21 ans, et mes parents sont divorcés depuis 7 ans. Ma mère rencontre un de ses collègues de travail, elle travaillait chez Castorama, et c'était un homme qui disait vivre seul avec son hamster. Alors moi, je suis plein de circonspection déjà, parce que je me dis que bon, quelqu'un qui déclare vivre seul avec son hamster, qu'est-ce que vient faire le hamster dans l'équation? Et elle me dit: «Oh, il est plutôt beau, il est sympa, il a un peu d'esprit, etc.» Alors je dis: «Bon, bah écoute, de toute façon», moi j'étais quand même relativement, à ce moment-là, à l'inverse d'avant, un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je lui dis: «Bon, de toute façon, ça peut pas te faire de mal de fréquenter quelqu'un, et donc vas-y.» Et puis il se fréquente un petit peu de temps en temps. Et un soir, elle revient, elle me dit, parce que le papa du hamster s'appelait Christophe. On l'avait baptisé le papa du hamster, mais son vrai prénom, c'est Christophe. Et il me dit, Christophe m'a dit que sa femme n'était pas contente parce qu'il n'était pas allé chercher ses enfants à l'école. Ah, je dis, ah, tiens, il vit pas seul avec son hamster. Donc j'ai rongé mon frein parce que, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, j'étais devenu extrêmement patient. Donc j'ai attendu, jusqu'au jour où je savais qu'il allait venir la chercher. Donc ma mère était encore dans la salle de bain, il rentre, demande un verre d'eau, je lui dis: «Ah non, c'est pas l'heure du verre d'eau.» Et donc je lui ai demandé gentiment d'aller rejoindre sa femme et ses enfants et son hamster chez lui. Et il s'est retrouvé un petit peu
pétrifié parce qu'il comprenait pas trop ce qui lui arrivait et je lui ai montré la porte, je lui ai dit: «Mais il faut surtout pas revenir, surtout pas revenir». Et donc il est parti, bien évidemment. Et quand ma mère est sortie de la salle de bain, elle me dit: «Mais il est où Christophe?» Je lui ai dit: «Mais Christophe, il est parti, puis il reviendra pas». Elle dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Elle me dit: «Tu l'as pas frappé au moins?» J'ai dit: «Mais non, je suis pas violent». Mais je lui ai fait comprendre que les conneries, c'était bon et qu'il avait déjà, Bobonne et les enfants à s'occuper et le hamster. Donc il pouvait rentrer chez lui. Et au début, ma mère Adorez les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, les comédies romantiques américaines ont changé de forme. Il ne s'agit plus de célébrer une merveilleuse rencontre entre deux personnages, grâce à un jus d'orange renversé dans un quartier branché de Londres, et qui vivront ensuite heureux avec beaucoup d'enfants. Désormais, les comédies romantiques romancent l'échec, la difficulté à s'aimer, la difficulté à être ensemble, à être en couple, l'étroitesse du quotidien, l'imperfection des histoires d'amour. Il y a You're the Worst, Catastrophe, Love, la merveilleuse série Togetherness arrêtée trop tôt, et maintenant il y a la série Divorce, écrite par Sharon Horgan, avec Sarah Jessica Parker. Et celle qui jouait il y a 15 ans une célibataire sexy, à la recherche du grand amour new-yorkais, est désormais une mère de famille étouffée par la petitesse de sa vie et son couple qui s'étiole. C'est le point culminant Divorce. Le miroir inversé de toutes ces fictions des années 90-2000 qui promettaient des passions infinies. C'est le détricotage du bonheur. La fiction commence seulement à montrer frontalement ce que les sociétés occidentales connaissent depuis les années 70, une augmentation colossale du nombre de divorces. Mais tant que les représentations ne figuraient qu'un bonheur parfait, tant que le seul chemin indiqué était celui du mariage réussi, les divorces étaient forcément beaucoup plus douloureux. Pour les conjoints laissés sur le bord du chemin, pour qui tout s'écroulait, pour les enfants en charge de l'écroulement, des familles brisées parce qu'elles ne correspondaient plus au bon modèle, comme celle de Thomas. Il est au micro d'Alexandre Moniol. J'ai vécu une enfance très insouciante, des parents aisés, aimants, une mère qui a arrêté de travailler pour s'occuper de moi et de la maison, omniprésente, qui vient me chercher à l'école, qui me fait à manger, m'aide à faire mes devoirs, un père que je vois assez peu, mais dont je ressens l'amour et l'attention au quotidien. J'ai absolument aucun problème, si ce n'est peut-être un peu de solitude, du fait que je sois fils unique et du fait aussi que j'ai pas forcément beaucoup de contacts sociaux. J'ai une enfance qui est somme toute banale et même très heureuse et très insouciante. À ce moment-là, j'ai entre 8 et 11 ans. À l'époque, j'ai une vision un peu sacrée de mes parents et de la famille. Quelque chose d'indestructible, quelque chose d'un peu magique, en fait. On se croirait dans une publicité. La vie, c'est facile et c'est un conte de fées. J'ai l'impression d'être dans un château fort et que rien ne peut arriver. Ma mère, elle a le rôle vraiment du chef de famille. T'es au courant, t'as démissionné. Oui, 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 oui. Donc elle a démissionné, elle a pris un petit peu de vacances, et puis elle a attaqué ce nouvel emploi. Le fait de m'occuper de ma mère en permanence et de faire tout ça, c'est absolument pas une bonne chose. Parce que plus j'en fais, moins elle en fait. Et plus je m'occupe d'elle, moins je m'occupe de moi. Dans son nouveau boulot, ça se passe bien, avec, des jours sans, mais comme tout boulot. C'est un travail qui lui plaît et qui l'intéresse. La seule problématique qui s'en dégage, c'est que le milieu voulant ça, toutes les fins de journée sont arrosées. Je me rends compte très vite, en à peine une semaine, je me rends compte qu'en fait le problème a été déplacé et qu'il a même pas été déplacé, il a été amplifié. Et de manière assez dangereuse puisqu'en plus elle rentre ivre en voiture du travail. Et à partir de ce moment-là, je rentre un petit peu frontalement. Je lui dis les choses en face, je lui dis: «Maintenant, faut que tu te calmes, faut que tu t'arrêtes». En plus, elle prend pas son traitement pour la tension, elle fume beaucoup, elle boit beaucoup. Et je lui dis: «Il faut absolument que tu te calmes, pars en vacances, détends-toi, fais autre chose parce que là, tu vas exploser en plein vol». Alors, un des comportements, annexes de ma mère qui est donc, la plupart du temps alcoolisée le soir, c'est qu'elle est de plus en plus désagréable avec ma copine
Et entre autres, parmi ces raisons-là, elle me quitte aussi parce qu'elle l'humilie. Il y a une jalousie extrême, de la part de ma mère à me voir, de toute façon en couple. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle a besoin de moi et qu'elle s'accroche. Et c'est assez paradoxal avec son besoin, constant de vouloir me voir heureux. Mais ce bonheur passe aussi, par le fait qu'elle doit contrôler un minimum ma vie, ce qu'elle ne fait pas du tout, mais ce qu'elle veut avoir l'impression de faire. Et donc bien évidemment, quand je me retrouve, célibataire, elle est plus qu'heureuse, elle me le dit. Je vais, de plus souvent le soir, après le travail, à son bureau, en me disant, comme ça, 1 verre ou 2 et hop, je la ramène à la maison. Ça se passe pas toujours comme ça dans les faits et j'y arrive pas forcément. Mais, j'essaye de m'impliquer plus et de réduire cette, fuite en avant. Notamment, j'ai réussi quelque chose dont je suis assez fier, c'est qu'elle boit plus le week-end. Donc il y a au moins 2 jours de repos, entre chaque semaine. Petit subterfuge, encore une fois, je continue à cacher, des bouteilles, j'essaie de l'accompagner, j'essaie de faire en sorte qu'elle réduise. J'essaie de monter une stratégie, je cache, une partie du stock d'alcool sous mon lit, j'essaye de bloquer un peu la porte de la cave, de limiter les tentations, à savoir que je vais faire les courses avec elle et donc le maximum d'aliments neutres, qui donnent pas envie de boire du vin, comme le fromage, comme la viande rouge, tous ces aliments qui appellent souvent à se dire: «Tiens, les impôts non plus». Donc là, je commence à traiter l'intériorité. Et là, je me rends compte que ça fait des années qu'elle ne les a pas non seulement payés, mais en plus déclarés. Donc les impôts saisissent sur les comptes, c'est un pataquès sans nom. J'en découvre tous les jours, des taxes pas payées, des choses. Encore une fois, pas une question de moyens, une question de faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était fait pour. Donc je m'occupe de prendre rendez-vous avec le Trésor public, je règle tout ça. Je suis tombé en plus sur une espèce d'abruti de contrôleur des finances publiques qui a osé faire pleurer ma mère devant moi en lui disant que c'était bien fait pour sa pomme, si elle avait des majorations. Donc je pense que c'était une des seules fois où je me suis mis en colère dans ma vie et que j'ai hurlé au Trésor public pour défendre ma mère. S'il y a bien quelqu'un à qui il ne faut pas toucher, c'est bien à elle. Je suis dans une phase de surprotection. Et donc je prends cette gestion globale. Puisqu'on est toujours dans ce même besoin de sauver les apparences, de faire face. À part ma mère et moi, personne ne rentrait dans la maison quasiment, si ce n'est mes grands-parents de temps en temps, ou de temps en temps des amis. Et encore pas dans les pièces où on pouvait avoir éventuellement quelque chose à cacher. À ce moment-là, j'ai 21 ans et mes parents sont divorcés depuis 7 ans. Ma mère rencontre, un de ses collègues de travail, elle travaillait chez Castorama et c'était un homme qui disait vivre seul avec son hamster. Alors moi, je suis plein de circonspection déjà parce que je me dis que bon, quelqu'un qui déclare vivre seul avec son hamster, qu'est-ce que vient faire le hamster dans l'équation? Et elle me dit: «Oh, il est plutôt beau, il est sympa, il a un peu d'esprit et cetera». Alors je dis: «Bon, bah, écoute, de toute façon», moi j'étais quand même, relativement, à ce moment-là, à l'inverse d'avant, un petit peu plus ouvert d'esprit. Puis je lui dis: «Bon, de toute façon, ça peut pas te faire de mal de fréquenter quelqu'un et donc vas-y». Et puis ils se fréquentent un petit peu de temps en temps. Et un soir, elle revient, elle me dit, parce que le papa du hamster s'appelait Christophe. On l'avait baptisé le papa du hamster, mais son vrai prénom, c'est Christophe. Et il me dit: «Christophe m'a dit, que sa femme était pas contente parce qu'il était pas allé chercher ses enfants à l'école». Ah, je dis: «Ah tiens, il vit pas seul avec son hamster». Donc j'ai rongé mon frein parce que, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, j'étais devenu extrêmement patient. Donc j'ai attendu, jusqu'au jour où je savais qu'il allait venir la chercher. Donc ma mère était encore dans la salle de bain, il rentre, demande un verre d'eau, je lui dis: «Ah non, c'est pas l'heure du verre d'eau». Et donc je lui ai demandé gentiment d'aller rejoindre sa femme et ses enfants et son hamster chez lui. Et il s'est retrouvé un petit peu pétrifié parce qu'il comprenait pas trop ce qui lui arrivait et je lui ai montré la porte, je lui ai dit: «Mais il faut surtout pas revenir, surtout pas revenir». Et donc il est parti, bien évidemment. Et quand ma mère est sortie de la salle de bain, elle me dit: «Mais il est où Christophe?» Je lui dis: «Mais Christophe, il est parti, puis il reviendra pas». Elle dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait?» Elle me dit: «Tu l'as pas frappé au moins?» Je lui dis: «Mais non, je suis pas violent». Mais je lui ai fait comprendre que les conneries, c'était. Au bout de 2 ans, ma société commence à pas trop mal fonctionner. Bon, c'est pas, on n'est pas riche, mais on commence à pouvoir gagner un tout petit peu d'argent. Je vais pouvoir me verser un SMIC ou un peu moins, un peu plus, ça dépend des mois. Et donc je m'installe, je vais vivre, une première année seule et une deuxième année avec ma copine.
J'ai un conflit relativement violent avec mon père qui découvre que je suis jamais allé, enfin, que j'y suis peu allé à l'école et que je l'ai un peu truffé pendant un certain temps. En fait, je demande à mon père de l'argent pour mes frais de scolarité, sauf qu'en fait, les frais de scolarité, je les donne jamais à l'école. 5 000 € par an. Et en pratique, j'ai payé que la première année. Jusqu'à ce que mon père s'en rende compte en appelant l'école, parce que bien évidemment, je pouvais pas lui fournir mes relevés de notes. Et là, on est resté en froid quelque temps, puisque moi, j'étais en opposition et j'ai commencé effectivement à vouloir lui rebalancer dans la tronche tout ce qui m'avait déplu ces dernières années. C'est-à-dire que moi, je considérais qu'après tout, de toute façon, ce que j'avais pris et la manière dont je l'avais enflé, c'était mérité et que j'avais bien le droit, parce que de toute façon, encore une fois, les restes de l'enfant roi et aussi un peu le conditionnement maternel font que de toute façon, j'avais le droit. J'ai choisi carrément de couper les ponts et je répondais plus. J'ai pas répondu au téléphone pendant des mois et des mois et des mois et des mois. J'en chie beaucoup, hein, je commence à avoir des salariés, je commence à découvrir un peu ce que c'est que la vie d'une entreprise et à beaucoup me galérer et je me rends compte qu'en fait, je suis rentré très tôt dans ce monde qui est très dur et je me dis que dans un sens, c'est de sa faute parce qu'effectivement, il a cassé mon idéal, quoi. C'est-à-dire que l'idéal auquel je croyais quand j'étais petit, j'y croyais plus et puis il y avait plus moyen de m'y faire croire à nouveau de toute façon. À côté de ça, avec ma mère, je vais la voir 1 ou 2 week-ends par mois. Ça se passe bien. Quand j'ai pas beaucoup de sous parce que les mois sont difficiles, je repars avec tout le contenu du frigo, dans des cabas de courses, parce qu'elle sait qu'il faut que je bouffe. On a une relation qui est toujours fusionnelle, elle me parle beaucoup. Régulièrement, elle m'appelle, surtout pour me parler de mon père, souvent d'ailleurs bien alcoolisé. C'est la première fois que je commence à percevoir un peu le problème, parce que c'est bien une chose que j'ai jamais fait, c'est me voiler trop la face. Je suis dans une phase de dépression complète. C'est-à-dire que le modèle que je connaissais avant, je le sais faux. Mais le modèle que j'expérimente en même temps à ce moment-là, je sais qu'il ne marche pas non plus. Et donc je cherche un nouveau modèle. Bien évidemment, l'ambiance n'est pas au beau fixe avec mon père. Il me fait comprendre que de toute façon, il me donnera plus de sous et qu'il faut que je rentre à la maison. Donc, ma mère se met bien évidemment de son côté parce qu'il faut faire un front parental uni, même si je comprends que ma mère, c'est aussi pour d'autres raisons qu'elle veut que je rentre. Du coup, je donne congé de mon appartement que j'avais avec ma compagne en lui disant